Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, je suis un peu malade, je pense que ça s'entend, mais ça devrait le faire. L'une de mes toutes premières vidéos sorties en 2019 était sur l'exécution d'Eugène Weidmann. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, quasiment 450 000, et qui continuait d'en faire. Sauf que courant 2022, eh bien YouTube me l'a bloqué dans les vidéos privées, car a priori elle ne respectait plus les principes actuels de YouTube. Donc j'ai décidé de la refaire en respectant au mieux leur réglementation. Ayant désormais un meilleur micro et aussi un peu plus d'infos, elle ne pourrait être que mieux. Car oui, à l'époque, j'avais omis de dire certaines choses sur cette affaire. Bon, après, c'était mes débuts. Bref, j'envoie l'intro et je vous raconte de nouveau l'histoire de cet homme qui a commis d'horribles crimes et qui terminera sa vie en perdant la tête. Eugène Weidmann naît en 1908 à Francfort, en Allemagne. Son père étant appelé sous les drapeaux en 1914, il va alors grandir auprès de ses grands-parents à Cologne. À l'adolescence, il va commencer à partir un peu mal et va voler une montre à la piscine, ce qui lui vaudra de faire un petit tour en maison de correction. Et dire que s'il avait fait 3 fois pire de nos jours en France, il aurait au moins pris un rappel à la loi. Une fois adulte, il décide de partir de l'autre côté de l'Atlantique, direction le Canada, où il commettra d'autres méfaits. Il fera cette fois un tour en prison, avant d'être renvoyé en Allemagne. De retour au pays, il décide que les petites conneries, c'est terminé. Non, là, il va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire au kidnapping. Il va demander à ses parents de lui acheter une voiture, en prétextant qu'il veut devenir taxi. Il va ensuite projeter d'enlever un riche héritier, mais ça va totalement capoter, et la police va vite mettre la main sur lui. Il sera alors condamné à plus de 5 ans de prison. Et c'est lors de son incarcération qu'il va rencontrer 2 Français, qui seront importants pour la suite de l'histoire. Roger Million et Jean Blanc, avec qui il va très vite sympathiser. Il sera le premier à quitter la prison et fera a priori un petit passage de 3 jours dans les locaux de la Gestapo. Et ça, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il retourne chez ses parents et quand ses 2 anciens codétenus sortent de prison, il les rejoint à Paris, où cette fois il va passer pour de bon du côté obscur. Les 3 hommes sont désormais accompagnés d'une 4e personne, une certaine Renée Tricot, qui est la maîtresse de Jean Blanc et qu'il surnomme Colette. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, c'est très simple. Les 4 complices vont leur décider de mettre sur pied une petite organisation criminelle, basée sur l'enlèvement et la séquestration. Pour ça, ils vont louer une villa au nom de Carreur, à la Selle Saint-Cloud, pas très loin de Paris, pour y séquestrer leurs victimes. En plus, l'exposition universelle vient de s'ouvrir. Weidmann, parlant plutôt bien anglais et ayant un physique plutôt avantageux, il va être placé en première ligne, se faisant passer pour un interprète qui a été embauché afin d'approcher un max de monde. Leur but, détrousser un maximum de personnes en faisant preuve parfois de beaucoup de sadisme. Entre le 23 juillet 1937 et le 27 novembre de cette même année, ils vont kidnapper et tuer pas moins de 6 personnes. La première victime est une danseuse américaine qui serait rapidement tombée sous le charme de Weidmann. Il va la ramener à la villa sans problème et après une soirée de discussion où elle sera droguée, il l'étranglera. Il dissimulera le corps sous le perron de la villa et trouvera sur elle un butin de 500 $. Il essaiera de récolter plus d'argent en faisant chanter la tante de la victime qui avait accompagné cette dernière à Paris, mais ça ne fonctionnera pas. Ça sera ensuite au tour de Joseph Koufi, un chauffeur de limousine qui l'abattra froidement de plusieurs balles. Il lui prendra 1400 francs et volera aussi la limousine. Tant qu'à faire. Puis viendra le tour de Janine Keller, une femme de chambre divorcée, recherchant du travail, et qui va répondre à une annonce faite par Weidmann et ses complices. Ils vont l'amener à la villa où elle restera quelques jours, avant de commencer à voler dans ses affaires. Puis Weidmann et Million vont la traîner de force dans la forêt de Fontainebleau, plus exactement dans la caverne Brigand. Weidmann va lui tirer une balle dans la nuque avant de l'enterrer vite fait dans la caverne. Ils récupéreront en tout 1500 francs. C'est un des crimes qui m'a le plus marqué, car déjà quand j'ai fait des recherches, je suis tombé sur une photo du corps de Janine Keller dans la caverne, mais aussi lors de l'autopsie, et je peux vous dire que ce qu'ils ont fait subir à cette pauvre dame, eh ben c'était pas joli joli. Ce sera ensuite le tour de Roger Leblond, un ancien impresario qui recherchait des investisseurs. Il sera amené à la villa, puis assassiné. Là, ils récupéreront 5000 francs. Ils transporteront ensuite le corps dans sa voiture, qu'ils abandonneront dans une rue déserte de Neuilly. Un certain Fritz Frommer qui traîne avec Weidmann se fera aussi assassiner. Mais là c'est différent, c'est un homme que Weidmann avait rencontré en prison et qu'il tuera de peur qu'il les dénonce. Il sera enterré dans la cave de la villa. Vu le nombre de personnes qu'ils ont dézinguées et qu'ils ont dissimulé là-dedans, je pense que le grand JD devrait y faire un tour. Il risque d'avoir des contacts. Enfin après je sais pas si la villa a été rasée ou non, mais en tout cas il peut essayer.
Et enfin, leur dernière victime sera un agent immobilier du nom de Lezobre. Et ce sera le crime de trop, car c'est suite à ce meurtre que la police va enfin stopper le massacre. Et je vous explique comment. Les enquêteurs vont se rendre au bureau de Monsieur Lezobre, et grâce aux indications de sa secrétaire, ils vont retrouver la carte de visite de son dernier client, un certain Arthur Scott. Ils vont alors le rencontrer, mais ce dernier leur explique qu'il était en Alsace au moment des faits, et plusieurs témoins peuvent le prouver. Il va cependant leur expliquer que son neveu, un certain Fritz Frommer, avait en sa possession plusieurs de ses cartes de visite. Les enquêteurs vont alors se lancer à la recherche de Frommer, mais il restera introuvable. Sûrement parce qu'il était mort. Ils vont donc se mettre à la recherche d'une de ses connaissances, un certain Carreur. Les deux enquêteurs vont vite retrouver la trace de ce Carreur, et par conséquent, aussi de la villa, où ils vont rapidement se rendre. Car souvenez-vous, Carreur était le faux nom qu'ils avaient donné pour pouvoir la louer. À leur arrivée, Weidman est présent, les enquêteurs vont leur lui poser des questions, et là ça va très vite dégénérer. Weidman, se sentant sûrement acculé, va agresser les deux policiers. L'un des policiers qui n'est pas armé va se saisir de ce qui lui passe sous la main pour se défendre, et ce sera un marteau de tapissier, avec lequel il frappera violemment Weidman au crâne pour l'assommer. Suite à son arrestation, les corps dissimulés dans la villa seront retrouvés par les autorités, et la tête enturbanée de Weidman finira dans les journaux et fera le tour de France. Weidman va rapidement avouer les faits, mais il tiendra bon et ne dénoncera pas ses complices. Et ça, c'est assez con pour lui, puisque ces derniers se rendront tout seuls aux autorités. En mars 1939, le Quatuor comparaît devant la cour d'assises, où les psychiatres qualifient Weidman de dégénéré supérieur. Et le 31 mars, le verdict tombe. Colette sera acquittée, son amant Jean Blanc lui prendra 20 mois de prison. Quant à Weidman et Million, là par contre ça rigole moins, car tous deux sont condamnés à mort. Et ça n'engage que moi, mais bien fait. Cependant, Albert Lebrun, président de la République, commue la peine de Million en prison à perpétuité. Par contre pour Weidman, pas de cadeau, ce sera bien la mort. Faut dire aussi qu'on est en 1939, et ça pue un peu beaucoup du côté de l'Allemagne. Et étant donné que Weidman était allemand, ça a peut-être pas aidé, surtout que je vous le rappelle, il avait fait un bref passage dans les bureaux de la Gestapo. Le 17 juin 1939, Weidman sort de la prison de Versailles sous bonne escorte, pour faire face à son destin. Mais il y a eu plusieurs petits problèmes d'organisation. L'exécution devait avoir lieu à 4h30, mais elle a été repoussée de 45 minutes. Et c'est ça qui va faire que cette exécution restera dans l'histoire. Car le soleil est déjà levé, et plusieurs journalistes armés d'appareils photo et de caméras sont là pour immortaliser la scène. On installe Weidman sur la guillotine, et... Alors paniquez pas, pour ceux qui veulent voir la vidéo de l'exécution, vous allez la voir. Je vous rappelle juste que ma précédente vidéo sur Weidman s'est fait strike. C'est pour ça que je ne peux pas la mettre. Mais promis, je vous dis dans vraiment pas longtemps où la voir. Laissez-moi juste le temps de finir l'histoire. Lors de l'exécution, Christopher Lee était présent. Et je pense que ça doit parler à certains d'entre vous, car c'était quand même un acteur assez connu. Entre autres pour son rôle dans Le Seigneur des Anneaux. Il dira que c'est une expérience assez traumatisante pour lui. Et qu'il a détourné le regard au moment du tranchage. Les journaux de l'époque auraient aussi raconté que des personnes hystériques se seraient jetées dans la flaque de sang pour y tremper leur mouchoir. Bon, a priori, ça serait faux, ou tout du moins ça aurait été grandement exagéré. Weidman sera ensuite enterré au cimetière des Gonards à Versailles, où une amie à lui obtiendra du procureur qu'il ait une tombe sans nom, plutôt que la fosse commune. Suite au cirque de cette exécution, le gouvernement décidera que désormais, les exécutions ne se dérouleront plus en public, mais à l'intérieur des prisons. C'était la fabuleuse histoire de Jane Weidman, ainsi que de ses complices, et aussi des victimes, puis des enquêteurs. Bref. Et pour ceux qui veulent voir l'exécution, je vous ai mis un lien en description. Après, je vais être franc, c'est filmé d'assez loin et en assez mauvaise qualité. En même temps, je rappelle que ça a eu lieu en 1939. Donc bon. Et on voit pas non plus une seule goutte de sang, ni sa tête quitter son corps. La seule chose qu'on voit vraiment, c'est son corps catapulté dans le panier. Alors oui, ça reste une exécution, et forcément ça peut choquer. Mais encore une fois, de la façon dont c'est filmé, c'est pas plus choquant que ça. Soit bien sûr le fait de voir un homme perdre la vie. Et faut pas oublier non plus que cet homme a tué de nombreuses personnes, et parfois de façon horrible. Donc bon, à vous de voir. Personnellement, je ne suis pas pour la peine de mort, mais ça je m'en expliquerai dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, moi je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de liker, de lâcher un petit commentaire si vous avez envie, et de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère que j'ai pas été trop long pour ceux qui me suivent depuis longtemps, car je sais que j'avais lâché la chaîne, mais je m'en suis expliqué. Mais me revoilà. Donc vous devriez voir ma petite tête plus souvent, enfin mon masque. Au revoir.
Je sais pas si vous l'entendez l'autre en bas foutre le bordel là, mais il vient d'entrer avec sa maman. Heureusement, c'était la fin de la vidéo, donc normalement vous l'avez pas trop entendu. Allez, bisous.